Voilà, enregistrer, c'est bon. Normalement, l'enregistrement est démarré, donc on peut y aller. Alors, premier exercice, on va faire un petit exercice de géométrie classique. Donc on a un cube, pardon, et il faut placer le point I de coordonnées 1,5, 1, 3,5. Est-ce que ça va? Je pense que là, il n'y a pas de souci. Maintenant, Ouais, ça devrait aller. ça devrait le faire? Bon, bah, du coup, pour se rappeler, si jamais on... Hop, je prends juste la tablette pour le faire. On se place, bon, on regarde le repère, donc le repère c'est A, AB, AD, AE, donc on repère AB, on repère AD et on repère AE. Hop, voilà. Et du coup, bah, on fait 1,5 de AB, donc on se place à 1,5. Ensuite, on fait une fois le vecteur AD, hop, voilà, et on fait encore 3,5 du vecteur AE. Donc on monte de 1 et on monte encore de 1,5. Donc le point I serait hypothétiquement ici, à peu près. Voilà. Alors, deuxième question qui est un peu plus intéressante. Est-ce que les points E, I et H sont alignés? Alors, on repère les points E, on repère le point I qu'on a tracé et le point H. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de comment on fait pour montrer qu'ils sont alignés ou pas alignés, justement? Ça vous dit quelque chose? Tu peux reprendre? Alors, on va écrire le vecteur EH et le vecteur EI, par exemple, on peut faire comme ça, et puis montrer que, bah, alors, on va pas parler de déterminant, mais on va parler de critères de collinarité plutôt ici, et que le critère de collinarité des deux vecteurs est 0. Mais dans le cas là, ça pourrait être aussi, on pourrait faire avec le déterminant, mais bon, sinon c'est un peu plus embêtant de parler de déterminant pour deux vecteurs, le produit scalaire, pardon, le critère de collinéarité produit scalaire, du coup, ici plutôt, suffira. Alors, j'écris juste, voilà. Donc, la réponse à apporter, donc là, c'est que on fait EI, donc le vecteur EI. Hop, on écrit qu'est-ce que c'est que le vecteur EI. Alors, hop, je prends juste la tablette en charge. Donc EI, c'est le vecteur de coordonnées, bon, ben, déplacement euh, de 1,5 pour l'axe des X, enfin donc de AB, pardon. Donc on se déplace de 1,5. Ensuite, on se déplace de 1 par rapport à EH, et enfin encore de 1,5. Donc ça, c'est le vecteur EI. Ça va, ça? C'est pas trop compliqué. Non, ça va. Donc là, on a le vecteur EI. Et le vecteur EH, alors le vecteur EH, on le place, voilà, donc c'est un déplacement finalement que de 0, 1, 0. C'est le vecteur EH. Et alors, le critère de collinarité. Alors, est-ce que vous savez comment on fait le critère de collinarité sur trois vecteurs? Enfin, sur deux vecteurs de coordonnées sur dans l'espace, pardon. Ça me dit rien. Ça vous dit rien? X, X', plus Y, Y', plus Z, Z'. Ouais, ça remonte peut-être à l'année dernière, ça, dans la géométrie, dans l'espace. Le critère de collinarité, c'est donc x, x', plus y, y', plus z, z'. Donc c'est 1,5 fois 0, plus 1 fois 1, plus 1,5 fois 0. Et donc ça fait finalement plus que 1. Et donc c'est différent de 0. Donc ça veut dire que les vecteurs EI et EH ne sont pas collinéaires. Donc les points EI et H forment un plan. Donc on peut retenir que EI et H forment un plan. Et H forment un plan, parce qu'ils ne sont pas alignés. Voilà, donc le critère de collinarité, je mets ici critère de collinarité. Et là, j'entoure juste la définition, donc c'est x' plus y', y' plus z'. Voilà. Alors, maintenant, passons à la question, est-ce que ça va jusqu'à présent ou c'est trop facile? C'est vraiment juste pour se rappeler un peu de géométrie, de base de la géométrie, hein. Je pense que ça peut, dans un contrôle, ça peut tomber ce genre de petits exercices ou de petites questions comme ça. Bon, ça vaut peut-être qu'un point, mais parce que j'ai vu le contrôle blanc, vous l'avez fait ou pas?
En Le fait, C... on avait un autre cours de maths qui nous avait. En fait, on va le passer en CC blanc normalement mardi prochain. D'accord, ok. C'est prévu. Bah, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai pas trop envie de le faire parce qu'on comme ça, ouais, on pourrait préparer des exercices annexes. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé d'exercices vraiment annexes sur Internet. Donc, je me dis, plutôt que de faire le CC blanc, vous le ferez mardi avec un autre tuteur, autant revoir des bases, ça peut vous servir. Parce que j'ai vu quelques questions de géométrie qui étaient en lien avec des petits rappels de terminal. Donc, voilà. Alors, soit J, le centre de la face CDHG. Que peut-on dire du quadrilatère IHJG et justifier? Bon, alors, j'ai un peu effacé ma figure, donc je vais garder juste le point I. Et on va repérer, hop, on va repérer toutes les infos. Alors, CDHG. Bon, on repère C, D, H et G. Donc ça fait la figure ici derrière. C'est la face arrière du cube. Et il faut qu'on place le point J qui est au milieu de la figure. Hop. Bon, milieu de la figure, on peut utiliser que HGCD est un carré, donc le milieu de la figure, c'est l'intersection des diagonales. Ça, on peut l'utiliser. Du coup, c'est quoi la propriété de l'intersection des diagonales? C'est que ça forme un angle droit dans un carré. Et ça va servir à la question de quelle est la nature du quadrilatère IHJG? Donc IHJG. Quelle est la nature de ce quadrilatère? Bon, c'est plutôt évident, ça? C'est un Ouais, carré aussi, du coup. c'est un carré aussi. Donc la justification, c'est qu'on a un angle droit juste ici. La deuxième justification qu'on peut apporter, c'est que soit on on place le point J et on le fait par coordonnées de vecteurs. Donc on montre soit que les diagonales sont égales, elles se coupent en leur milieu, que les côtés sont égaux, ou voilà, justifier les propriétés d'un carré. Donc carré, on peut noter les propriétés d'un carré. C'est diagonales qui se coupent en leur milieu perpendiculairement et de même longueur. Sinon, c'est un losange qui se coupe en leur milieu perpendiculairement. Hop. Ça va, vous arrivez à lire ou c'est trop petit? Ça va, ça va. Ça va, ok. Donc en leur milieu perpendiculairement, plus égal. Donc les diagonales sont égales. Voilà, donc en montrant que les diagonales ici sont perpendiculaires et sont égales, donc on montre que la longueur HG, c'est la même chose que la longueur c'est la même chose que IJ, on peut montrer rapidement que c'est un carré. Voilà. Et il y a plein d'autres manières, hein. Sur cette question-là, j'avais trouvé plein de manières de répondre à cette question. Après, il faut juste se rappeler des propriétés du carré. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses, parce que là, c'était un peu de l'amusement. Donner une représentation paramétrique de la droite D passant par parallèle à BG passant par I. Alors, bon, j'efface mon carré, il ne me sert pas à grand-chose. Et donc, je vais quand même garder le point I ici. Voilà. Alors, donc, il faut donner une représentation paramétrique de la droite D passant parallèle à BG passant par I. Est-ce que vous savez comment faire ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose, équation paramétrique d'une droite, passant par un point et parallèle à une droite? Ouais, Parallèle à une droite, il faudrait que le vecteur. Non, c'est vecteur ouais, directeur qui soit, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Vecteur qui soit directeur ABG, ouais. Donc en fait, proportionnel à l'autre. exactement. Alors en fait, on prend le vecteur directeur de la droite BG. Donc au final, on donne le vecteur BG. Donc on dit que BG est un vecteur directeur de la droite. Et après, on prend les coordonnées du point I, d'accord? Donc elles sont données dans l'énoncé d'ailleurs. Et avec ces coordonnées-là, eh ben, on définira que la droite est définie par, on prend le vecteur I, enfin on prend pardon, le point I,
Et ensuite, on définit un vecteur directeur, et c'est tous les points qui sont à un scalaire près du point I par ce vecteur-là. D'accord? Avec le vecteur, évidemment, non, enfin, si, il peut être nul même, le vecteur, parce que dans ce cas-là, on est au point I. Donc, le but de l'équation paramétrique, c'est d'écrire xi, yi, zi, plus le vecteur, les coordonnées x du vecteur, du coup, bg, y du vecteur bg, et z du vecteur bg. Et à chaque fois, on va multiplier par un scalaire près, parce que ça fonctionne avec un scalaire qu'on peut appeler lambda. Alors, dans les paramétriques, on utilise t généralement. Donc, on peut mettre t. Bien, il n'y a plus qu'à trouver xi, yi, zi, xbg, ybg et zbg. Alors, la coordonnée du point I, c'est donc 1 demi, 1, 3 demi. Donc, 1 demi, 1, 3 demi. Ensuite, on additionne le vecteur bg. Hop. Le vecteur bg qui a comme coordonnée, alors on va le placer, le vecteur bg. Donc, c'est du point B au point G. C'est sur la diagonale, enfin, c'est sur le côté, la face de droite du carré. Voilà. Et donc, ça correspond à quelle coordonnée du vecteur? Eh ben, par rapport à AB, on se déplace de 0. Par rapport au vecteur AD, eh ben, on décale d'une fois le vecteur AD. Hop, faire la construction. Donc, une fois le vecteur AD et une fois le vecteur AE. Voilà, donc en final, les coordonnées, c'est 0, 1 et 1. Voilà. Donc, plus 0 fois t, plus 1 fois t, plus 1 fois t. Voilà. Ça vous dit quelque chose, ce genre de petits trucs, enfin de petites, comment dire, écriture de droite ou pas? Oui, ça va. Ouais, J'aurais une question. oui. Comment on a fait pour trouver le 3 demi pour I? Ah, c'est donné dans l'énoncé, le point I. Le point I était donné dans l'énoncé. Il est juste là. Ah, ok, merci. En fait, on place le point I, et après, on répond, en fait, voilà, le point I, c'est vraiment dans la définition, donc on place les coordonnées du point I, qui sont données du coup dans la question 1a, et après, on prend le vecteur directeur BG, et puis on l'écrit sous forme paramétrique. Donc ça, c'est une écriture de droite dans l'espace, d'accord? Et une deuxième écriture qui est en fonction de deux plans, en fait. Parce que l'intersection de deux plans, c'est une droite. Donc, c'est une deuxième manière d'écrire les droites dans le plan, dans l'espace, pardon. L'intersection de deux plans dans l'espace, ça forme une droite. Évidemment, deux plans qui ne sont pas parallèles. Alors, est-ce que la droite D passe par le centre de la face ABEF et le justifier? Alors, donc on a maintenant défini une équation de droite du plan, donc 1 demi, 1 plus t et 3 demi plus t. Et une fois qu'on a fait ça, maintenant il faut qu'on trouve plus exactement si la droite D passe par le centre de la face ABEF. Alors déjà, il faut qu'on définisse qu'est-ce que c'est que le centre de la face ABEF. Ben ça, c'est comme le centre de la face CDHG. Alors on peut donner ça comme, on peut donner un point M, par exemple, milieu. Alors on prend la face ABEF. Hop, donc j'efface un peu la construction. Donc ABEF. Voilà. Donc voici la face ABEF ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme... Donc on a dit la droite paramétrique de coordonnées 1 demi... ouais, non, pardon. Il faut d'abord qu'on place le milieu de cette face. Alors le milieu de cette face, eh ben, hop, hop, c'est le milieu, donc l'intersection des diagonales au pire du carré, donc la face, on peut appeler ça le point M, milieu. Ok, ça va. Normalement, milieu d'un carré, ça va. Maintenant, est-ce que le point M appartient à la droite? Est-ce que le point M appartient à la droite?
Et ben pour cela, il faut qu'on donne les coordonnées du point M. Donc, c'est quoi les coordonnées du point M? Eh ben, c'est... Alors, par rapport à AB, enfin, pardon, oui, par rapport à AB d'abord. Donc, c'est le premier, je ne sais pas si vous voyez, donc là, on regarde le déplacement de AB d'abord. Donc, on regarde de combien on a déplacé de AB. Donc, c'est 1/2 de AB. Voilà. Ensuite, par rapport au déplacement AD, donc vers la profondeur, ben, c'est 0. Hop. Et par rapport à une montée, ben, c'est 1/2. 1/2 du vecteur AE. Voilà. Donc au final, c'est la coordonnée du point M correspond à 1/2, 0, 1/2. C'est la coordonnée du point M. Voilà. Bon, jusque-là, ça va? Il n'y a pas de questions? Ouais, ça va. Ok. Bon, alors maintenant, il faut qu'on vérifie que la coordonnée x, y et z vérifie l'équation 1/2, 1 plus t et 3/2 plus t. Donc on écrit que donc, m appartient à la droite si xm est égal à 1/2, ym c'est égal à 1 plus 1 plus t, et zm est égal à 3/2 plus t. Alors, bon, bah déjà, il y a une première condition qui est validée, c'est xm. En effet, la coordonnée x du point M vaut bien 1/2. Donc ça, on peut noter validé. Alors maintenant, la deuxième condition, on a un paramètre t qui est présent. C'est-à-dire qu'on va résoudre, on va trouver le paramètre t de telle sorte que ym est égal à 0. D'accord? En fait, je ne sais pas s'il y a des... Oui, je n'ai pas vu dans la conversation. Euh, euh, Voilà, en effet, le t il va valoir -1. En fait, je viens de voir la conversation. Et donc, oui, donc t égale à -1 parce qu'en effet, le paramètre ym vaut 0. Donc au final, on résout 0 égale 1 plus t, donc t égale à -1. Et donc, si on a t qui vaut -1, et ben, on n'a plus qu'à le vérifier avec zm. Donc t égale à -1. Et en effet, -1 plus 3/2 fait bien 1/2. 3/2 moins 1 est égal à 1/2. Donc au final, c'est vérifié. La coordonnée xm vaut bien 1/2 et la coordonnée ym et zm correspond bien à un déplacement finalement de -1 par rapport à la coordonnée du point i, en fait. C'est une fois le vecteur directeur. Moins une fois le vecteur directeur, c'est ça. Voilà, le paramètre t, c'est la multiplication par le vecteur directeur qu'on avait trouvé de la droite. Donc on a vérifié, donc le point M appartient bien à la droite. Je devrais peut-être un peu mieux rédiger. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il y a un truc qui n'est pas clair. Donc ça, c'est comment on vérifie qu'un point appartient à une droite dans une équation, dans une paramétrique, en tout cas, dans une paramétrique. Ok, voilà. Bien, bah, maintenant on peut on peut passer à la question 2A. Et la question 2A demande de montrer que les points B, E et G forment un plan. Alors, hop. Je vais juste décaler, je vous laisse un peu aussi réfléchir et me donner les réponses. Mais bon, l'exercice n'est pas très compliqué en soi parce que c'est souvent des rappels. Alors, si ça va vraiment pas, vous me dites aussi, on passe un peu plus de temps dessus. Et si c'est vraiment trop facile aussi, vous me dites. Ça va. Ok, ça va. Donc, montrer que les points B, E et G forment un plan. Ouais. Là, il faudrait montrer qu'ils soient collinaires et que leur produit scalaire soit différent de 0. Qui ne soit pas collinaire avec le produit scalaire, donc et non nul. Ok. Pas collinaire, parce que si BE et BG sont collinaires, ça veut dire que Oui, oui, les vecteurs sont... Oui.
les points sont alignés. Mais dans ce cas-là, si les points ne sont pas alignés dans le plan, eh ben, B, E et G forment un plan, comme la question 1B, c'est ça. Alors on peut refaire hop, on peut replacer les points B, enfin le vecteur BE et le vecteur BG. Donc de B à E, ben, c'est sur la face, donc c'est ici. Donc B à E, c'est là. Alors les coordonnées du vecteur BE, c'est quoi? C'est un déplacement de -1 par rapport à AB. C'est moins le vecteur AB. Et c'est un déplacement de 0 par rapport à la profondeur par rapport à AD. Et on monte de 1, donc c'est 1 par rapport à AE. Si on fait le détail, c'est moins AB plus AE. Voilà. Pourquoi il faut faire le produit scalaire aussi? Produit scalaire. En fait, le produit scalaire dans R3, c'est un peu le critère de collinarité de deux vecteurs, en fait. Le produit scalaire, c'est le critère de collinarité. Euh, euh, alors là ça me demande un peu de concentration. C'est quoi la différence? En fait, quand on prend, par exemple, quand on prend trois vecteurs, quand on a un plan, par exemple, donc c'est deux vecteurs de deux coordonnées. Le critère de collinarité, c'est x, y' moins x', y. Et ça, c'est soit 0, donc ça veut dire que les vecteurs sont collinaires, soit différents de 0. Donc ça, c'est dans R2. Quand on passe à R3, le critère de collinarité correspond pour deux vecteurs. Voilà, c'est exactement ça. Ça correspond en fait à la collinarité. Et si ça vaut 0, dans ce cas-là, ouais, je m'embrouille un peu, mais le critère de collinarité, c'est le produit scalaire. C'est le produit scalaire qu'on utilise, qui est un peu un critère de collinarité, même si on n'appelle ça pas, on n'appelle pas le critère de collinarité dans R3. Le critère de collinarité, c'est ça. En fait, ça serait plutôt, voilà, ça serait plutôt, comment dire? Ça serait quand on aurait trois vecteurs, est-ce que ça forme un espace ou est-ce que ça ne forme pas un espace? Mais comme on n'a que deux vecteurs, on veut savoir si ça forme un plan ou si ça ne forme pas un plan. Et dans ce cas-là, on prend x, x' plus y, y' plus z, z'. Critère comment dire, produit scalaire dans R3. Donc critère de collinarité, c'est plutôt vraiment. On peut calculer le déterminant. Du coup, en fait, le problème avec le déterminant, c'est que tu trouveras de façon 0. Parce que le déterminant d'une matrice 2 par 3, on ne sait pas faire. Par contre, une matrice carrée, ouais, on peut faire. Parce que le problème du plan dans R3, c'est que dans l'espace, tu prends trois vecteurs et tu peux calculer le déterminant de l'espace dans l'espace. Mais tu peux pas faire déterminer le déterminant d'un plan dans l'espace. Ça n'a pas vraiment de sens. Le déterminant, c'est quand tu as trois vecteurs dans un plan dans R3. Trois vecteurs dans R3. Dans ce cas-là, oui, le déterminant, ça sert à savoir si les trois vecteurs sont linéairement indépendants ou s'ils ne sont pas linéairement indépendants. Mais quand on n'a que deux vecteurs, forcément, ils ne forment pas un plan, donc le déterminant est nul. Deux vecteurs ne forment pas un plan. Forment un plan, pardon, mais ne forment pas un espace. Excusez-moi, je confonds plan et espace. Donc je vais réécrire pour que ça soit plus clair, pour synthétiser. Alors, comment on va synthétiser ça? On va dire que dans R2, on a x, y, x', y'. Le critère de collinarité permet de savoir si les vecteurs sont linéairement indépendants et revient à faire finalement le déterminant. Une matrice x, x', y, y', le déterminant de cette matrice, c'est x, y' moins x', y. D'accord? Dans ce cas-là, en effet, on appelle ça critère de collinarité. Critère de collinarité. Et celui-là, il s'applique dans R2. Quand on passe à R3, on peut faire on a x, y, z,
x', y', z', et x second, y second, z second. D'accord? Et l'histoire du critère de collinéarité ou du déterminant de la matrice x, y, z, x', y', z', x second, y second, z second. Bon, bah, alors, comment est-ce qu'on calcule cette matrice? Bon, alors, on va pas faire la forme développée totale, parce que là, ça correspondrait à faire x facteur de x, hop, y', y second, z prime, z second, etc., moins y. Voilà, on va quand même le faire. Z second, z second, et enfin plus z x, x prime, x second, et y second, y prime, y second, pardon, voilà. Et donc, ça, c'est la même chose, c'est le critère de collinéarité. Et donc, ce critère de collinéarité, s'il est différent, enfin, s'il est égal à 0, ça veut dire qu'on passe dans R2, d'accord? Dans R2 ou R1. Donc, ça doit avoir des réels. D'accord? On peut passer d'un... ouais. On peut avoir les vecteurs qui sont tous les trois, qui forment une droite, qui sont tous les trois collinéaires. Mais le critère de collinéarité, il est plus précis. Enfin, il donne un peu moins d'informations. Il permet de savoir si... le critère de collinéarité, pardon, il donne une information qui est vraiment de savoir si les trois vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, le critère de collinéarité. Et du coup, mince, j'ai plus le nom en tête. Je sais pas si quelqu'un peut m'aider. Le produit scalaire, permet de savoir si deux vecteurs, donc x, y, z et x', y', z', donc produit scalaire, c'est avec un fois, donc c'est x plus y plus z, permet de savoir si c'est égal à 0, alors les vecteurs sont collinéaires. Donc, si je dis pas de bêtises, le déterminant ici ne sert pas à grand chose parce que le déterminant, ben, il fera 0. Parce qu'on peut pas faire le déterminant de deux vecteurs à trois coordonnées. Donc c'est pour ça qu'on fait le critère de collinéarité. Ouais. Donc quand on parle de trois vecteurs, donc pour un plan, on fait le déterminant. Quand on parle de deux vecteurs, on applique le critère de collinéarité. Ouais, ça va? Dites-moi hein, si c'est trop... c'est pas très clair. Donc là, c'était le critère de collinéarité, et ça, c'était le produit scalaire. Voilà. Produit scalaire. Donc retenez que critère de collinéarité, c'est quand on a 2, une matrice carrée qu'on peut former, quand on peut former une matrice carrée. Et le produit scalaire, c'est vraiment uniquement quand on a que 2 ou n-1 à partir de n-1 vecteurs dans un espace n. N supérieur à 2, parce que sinon ça n'a pas de sens. Ok, voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait le produit scalaire. Donc le produit scalaire, on calcule donc le vecteur BE, le vecteur BG, et donc on regarde si le produit scalaire, que vaut le produit scalaire. Et donc s'il est nul, ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires. S'ils ne sont pas nuls, ça veut dire que les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc ils forment un plan. Alors, j'en étais à calculer BE. J'ai trouvé -1, 0, 1. Maintenant, on va calculer BG. Alors, BG, on l'avait trouvé juste avant. Hop, je l'ai peut-être supprimé. Oui, je l'ai supprimé. Bon, c'est pas très grave. C'est 1, c'est Il est 0, aussi dans 1, 1. l'équation paramétrique BG. Oui, en effet, ouais, 0, BG, 1. exactement. Merci. Merci. Donc, BG aux coordonnées 0, 1, 1.
Et bah, du coup, on fait le critère. Donc, on fait moins 1 fois 0, plus 0 fois 1, plus 1 fois 1, ce qui donne finalement 1. Et comme 1 est différent de 0, et ben alors, euh, on a que les vecteurs BE et BG ne sont pas collinéaires, donc ils forment un plan. Donc les points BE et G forment un plan. Voilà. Donc je vais noter BE et BG ne sont pas collinaires. Ne sont pas collinaires. Voilà. Donc ça si jamais on vous demande de montrer que dans un espace, on a des vecteurs linéairement indépendants, et ben, il faut résoudre le déterminant. Et si on veut savoir si deux vecteurs dans l'espace forment un plan, et ben, simplement on fait le critère de collinéarité. Pardon, produit scalaire. Pouf, Ça revient désolé. plus ou moins au même du coup, non? Enfin, le Oui, critère de c'est plus, collinéarité et le produit scalaire, ça revient un peu au même, sauf que le critère de collinéarité, tu peux pas le faire quand tu as deux vecteurs de l'espace, dans l'espace de dimension 3. Ok. Parce que si tu fais ta matrice, tu commences à faire ta matrice moins 1, 0, 1 et 0, 1, 1. Comment tu la complètes? Enfin, comment tu fais le déterminant d'une matrice comme ça? Donc, moins 1, 0, 1, et hop, ça charge un peu. Faut que le réseau maintenant. Voilà, 0, 1, 1. Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire le déterminant de ça. Enfin, je dois me tromper, mais Il me semble que, enfin, si je dis pas de, je dis peut-être une ouais, connerie, mais il me semble qu'on peut même en deux, enfin, vu que c'est donc x, y, z et x', y' et z', c'est ça? ouais. Il me semble qu'on peut faire le produit. Non? Bah, du coup, le Il me produit semble. scalaire, ouais, on peut faire le produit Ouais. scalaire. Et ça, c'est x', xx' Ah oui, plus ouais, y'. du coup, ça revient à faire le produit scalaire. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, donc ça, c'est vraiment le produit scalaire qu'il faut faire pour résoudre. Voilà, donc là, on a montré que B, E et G forment un plan. Alors maintenant, passons à l'écriture. Alors, donnons un point M qui appartient au plan BEG. Que peut-on dire des vecteurs BM, BE et BG? Alors, je vais juste mettre en couleur le plan BEG. Donc il est un peu, voilà, c'est un plan qui passe par l'intérieur qui coupe en fait le carré en deux d'ailleurs. Enfin le cube en deux, pardon. Je vais y arriver. Le cube en deux, donc il le coupe en deux comme ça. Donc ça, c'est le plan formé par BEG. Enfin, je dis en deux, non, ça coupe pas en deux, exactement. Non, ça coupe en tiers plutôt. Là, il faut voir la géométrie. Bon, c'est un peu compliqué à voir, mais. Parce qu'après, là, ça sort ici. Voilà. Mais en tout cas, BE et BG, c'est les intersections du plan BEG avec le cube, en tout cas. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Enfin bref, c'est pas ça qui nous intéresse à cette question-là, c'est vraiment de montrer que si un point appartient à M, comment est-ce qu'on l'exprime en fonction de BM, BE et BG. Donc prenons par exemple le point M ici. Il appartient au plan, on va dire. Que peut-on dire de ce point M? Tout point qui appartient à un plan, comment est-ce qu'on peut l'exprimer? Alors là, si jamais vous avez vraiment un doute de comment faire, je vais vous rappeler un truc simple, très simple. Quand vous avez dans un plan, par exemple, vous prenez U et V. Je me suis trompé, voilà. U et V, d'accord? Et l'origine. Et bien, tout point, vous savez que tout point peut s'écrire en fonction du vecteur U et du vecteur V. Par exemple, ce point ici, c'est 3 fois le vecteur, V, plus une fois le vecteur U. D'accord? Et en fait, tout point du plan
s'exprime en fonction de vecteurs qui dirigent le plan. D'accord? Si je prends un autre plan, par exemple, un autre vecteur U et un autre vecteur V, totalement arbitrairement, ben là, c'est 4. Hop, on peut l'exprimer aussi en fonction de 4V plus une fois. Pardon, ouais, non, pas 4V. Oui, c'est 3V. Pardon. Alors après, on fait juste un demi de V. Et après, on fait juste un demi du vecteur un demi du vecteur U. Mais en tout cas, on peut toujours écrire un vecteur en fonction de 2 autres vecteurs dans un plan. Ouais. Ok. Ça va? En fait, c'est Oui, trop. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que au final, j'ai plus UV et l'origine. Je prends un point, je prends le point B comme origine, et après, je prends le vecteur. Hop, je reprends juste la figure. BM et enfin pardon, BE et BG. Donc BE et BG. D'accord? Donc tout point du plan, par exemple le point M, s'exprime comme on va faire alpha BG plus bêta BE. Voilà, c'est ça qu'on veut vous montrer, vous faire dire à cette question. Donc c'est vraiment que on peut exprimer BM comme alpha BG plus bêta BE. D'accord? Si j'avais écrit lambda à la place de alpha et bêta, ça Il serait n'y a bon aussi. aucun Ok, ça problème. marche. Non, pas de On souci. peut mettre tout ce qu'on veut. Alors, je sais que généralement, pareil, dans les paramétriques, on utilise T et T' aussi. Ça marche aussi. Et puis, on peut faire lambda, lambda prime ou ce qu'on veut. Mais il faut que les deux constantes soient différentes, évidemment. Si je mets lambda, il faut que je mette lambda. Je ne peux pas mettre lambda, il faut que je mette lambda prime. Parce que quand on met deux lambda dans une formule, ce sera forcément les mêmes lambda. C'est pas. Là, non. Là, c'est deux lambda différents. Ouais, ok. Parce que c'est un déplacement de Oui, x, oui. un certain C'est déplacement de indépendamment. x et un certain Ok. déplacement de y, qui n'est pas forcément le même. Sinon, on est sur la droite y égale à x ou la droite identité du plan. Donc là, on a vraiment, là, on a décrit avec lambda et lambda prime. Alors, comme dit, on peut essayer d'autres choses, mais c'est une bonne définition. Donc, on écrit que BM, ben voilà, c'est lambda BG plus lambda prime BE. D'accord? Je vais juste prendre tout ça. Voilà. Alors, la question suivante, elle peut rebuter, puisqu'elle est un peu. Notons le point M de coordonnées x, y et z, et en déduire l'existence de réels t et t', tels que x est égal à 1 moins t, y c'est égal à t', et z c'est égal à 1, t plus t'. Pardon. Donc, c'est pour ça que là, ici, je vais dire que j'utilise non pas lambda, mais je vais utiliser t et t'. T, t'. C'est juste une question de notation pour l'exercice précédent. Enfin, pour l'exercice suivant, pardon, pour la question suivante. Donc, notons M les coordonnées de x, y, z. En fait, on va utiliser la formule que BM, c'est égal à T BG plus T' BE. D'accord? Essayons de l'écrire sous forme d'inconnu et exprimons le vecteur en fonction de x, y, z, le vecteur BM, le vecteur BG et le vecteur BE. Donc, le vecteur BM, du coup, ça donne quoi? Bah, c'est le vecteur, c'est xm moins xb, ym moins yb, zm moins zb. Jusque-là, ça va? Ouais, ça. Ça, c'est les coordonnées du vecteur BM. Bon, remplaçons par ce qu'on connaît. C'est x, y, z, coordonnées du vecteur, coordonnées de M. On va retirer les coordonnées de B. Alors, le point B, il a pour coordonnées 1, 0, 0. C'est une fois le vecteur BM, enfin, une fois le vecteur AB et 0 fois les autres vecteurs, donc c'est dans le plan la coordonnée 1, 0, 0. Le vecteur BG, alors, celui-là, on l'avait donné, c'était la coordonnée, c'était
0, 1, 1, ici, donc, qui s'exprime d'ailleurs dans l'équation paramétrique, donc 0, 1 et 1. Hop. Et enfin, le vecteur BE. Alors, c'est quoi les coordonnées du vecteur BE? BE, c'est un déplacement de -1, 0, 1. Voilà, on l'avait noté ici. Voilà, et on l'avait noté ici. Voilà. Donc, -1, 0, 1. Bien, bon, maintenant, on peut écrire l'égalité, du coup, avec, en évidemment ajoutant t et t'. Dans ce cas-là, on obtient 0 fois t, donc 0, 1 fois t, donc 1t, et 1t, et moins 1t', puis après 0, et enfin t. Voilà. Donc on peut remplacer t, t, moins t', t'. Voilà. Ça, c'est après le changement, le t fois ou t' fois. Ok. Je écris correctement et pas laisser de rature. Voilà. Bien, bon, maintenant on écrit BM, on remplace. Donc on a BM, hop, on va faire ça de manière lisible. Voilà, donc là on a BM. On a le vecteur TBG qu'on va prendre qui est juste là. Hop. On a le vecteur T'BE qu'on va écrire juste là. Voilà, et donc on va juste mettre les signes qui vont bien, donc égal et l'addition. Voilà. Bon, ben remplaçons, donc on obtient que x-1 c'est égal à 0 moins t', pour la coordonnée x. Pour la coordonnée y, on obtient que y c'est égal à t, et que z c'est égal à t plus t', selon l'équation. Ça? Ouais, ça va, c'est plutôt Donc ça. au final, on obtient que, juste on va remplacer avec x, on obtient que x est égal à 1 moins t', y égale à t, et z égale à t plus t'. Voilà. Il y a une question qui colle pas, c'est Oui. que dans la question C, c'est 1 moins t et pas 1 moins t'. Je me demande où est-ce qu'on s'est... Un monté. Ah ouais, en effet, c'est un monté. Je me suis trompé sur BE. Ah oui, parce que BE, c'est le vecteur -1, et c'était BE plus BG. Et moi, j'ai fait BG plus BE. Ah oui. Du coup, il faut juste remplacer le T et le T'. C'est tout. Oui. Oui, en fait, eux, ils ont appelé, ils ont fait T'BG et TBE. Et moi, j'ai fait l'inverse. Et du coup, si tu écris que T, si tu fais un changement variable, tu dis que T égale à T', et ben dans ce cas-là, tu inverses, et du coup, tu obtiens bien que tu as X est égal à. Donc, le T' devient un T, donc 1 moins T. Le T, il devient un T', et le Z, ben, c'est T plus T', donc ça devient T plus T, ça garde T plus T'. Il n'y a pas de changement. Ouais, c'est juste une inversion entre T et T'. Ouais, je me suis un peu loupé sur, sur mon écriture, je suis allé un peu trop vite. J'ai fait BG plus BE, et il voulait plus BE et BG dans le sens où c'était dans l'ordre BE et BG. Voilà. Ça? Jusque-là? Ok, ouais, pas de souci. Il y a juste Fabien qui demande là dans le chat où est-ce qu'on pourra trouver l'enregistrement, parce qu'il doit partir. Oui, j'enregistre actuellement, tout à fait. Donc, il n'y a pas de souci. Où est-ce qu'on peut le trouver après? Je vais essayer de le mettre sur Moodle. Ok, ça marche. Sinon, je le mets sur YouTube et ça ira très bien. Et puis, je vous fais un lien pour Parfait. l'upload. Je pense que je vous enverrai tout ça dans le serveur. Et normalement, c'est enregistré. Voilà. Merci. Bah, écoute, bonne soirée et bon dimanche. C'est Fabien. Ouais. Hop. Donc, maintenant, est-ce que le point I appartient au plan BEG et justifié? Alors, est-ce que le point I appartient au plan BEG? Et bien là, comme avant, il faut qu'on remplace les coordonnées du point I dans x, y, z.
donc x égale, y égale et z égale, et qu'on s'assure qu'il existe un t et t' qui fonctionnent, en fait. Donc, on pose, donc on a l'équation x égale à 1 moins t, y égale à t' et z égale à t plus t'. On rappelle que les coordonnées du point I, donc I a pour coordonnées, c'est 1 demi, 1, 3 demi. Donc ça, c'est dans l'énoncé. Hop, marqué énoncé. Et après, on remplace, du coup, on prend xi, yi, zi. Donc I appartient au plan B, c'était quel plan? BEG ou BGE? BGE, non, BGE. Et ça implique que xi est égal à 1 moins t, yi est égal à t', et z égale à t plus t'. Et qu'il existe, en fait, plutôt, il existe t et t' de telle sorte. S'il n'existe pas t et t', alors dans ce cas-là, ça n'appartient pas au plan. Donc, il existe t et t', tel que. Bien, remplaçons, et si on résout le système, alors x, i, comme ça vaut 1 demi, on peut écrire que 1 demi est égal à 1 moins t, 1 est égal à t', et ensuite 3 demi est égal à t plus t'. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on résout. Alors on trouve, grâce à l'équation 1 et 2, on trouve t, et là on trouve t' directement. Et enfin, après, une fois qu'on a fait ça, on vérifie la troisième. Donc j'ai noté 1, j'ai noté 2, et là j'ai noté 3. Donc grâce à 1, on trouve t, grâce à 2, on trouve t', et on vérifie que 3 fonctionne, que l'équation 3 fonctionne. Bien, alors, donc on va noter t est égal à... alors là, on peut mettre... on retire 1 et on met le négatif, donc t égale à 1 demi. T', il vaut 1, grâce à 1, grâce à 2. Et donc, l'équation 3 nous permet de dire, on vérifie que t plus t', donc 1 demi plus 1, est bien égal à 3 demi. Donc c'est vérifié. Une fois que c'est vérifié, on peut donc dire que le point I appartient au plan BEG ou BGE, comme on préfère. C'est la même chose que BGE, qui est la même chose que GEB. Enfin, voilà, ça va. Il n'y a pas de piège. Voilà. Et donc on a fini la question D. Et alors pour faire un petit peu de liaison avec les... du coup, rappeler sur ce que c'est que les... comment mettre dans une base, c'est-à-dire si c'est intéressant à faire. Donc là, maintenant on a fini un peu la géométrie pour ça, et on va passer un peu sur un exercice un peu plus application, vecteur, etc. Matrice, pardon. Comment est-ce qu'on pourrait définir une matrice? Je vous laisse prendre connaissance de l'exercice. Il est sympa. Donc on prend un polynôme P0 de x égale à x carré moins 1, P1 de x qui vaut x carré moins x, P2 de x qui vaut x carré plus x. Montrer que ces polynômes sont linéairement indépendants, et en déduire la décomposition du polynôme P défini par P de x qui vaut 2x carré plus x moins 2 dans la base P0, P1, P2. Alors, est-ce que vous avez une idée? Moi, je vais juste boire un instant. Le temps que vous puissiez réfléchir. Alors, ça, on va réfléchir un instant. Alors, est-ce que vous avez une intuition de comment faire? Je crois n'avoir jamais vu ça perso. Ok, alors, alors là l'idée, vous avez jamais vu la base polynomiale ou ça vous dit quelque chose? Vraiment rien? Je crois en avoir entendu parler, mais je fais un peu sans pourtant connaître. Ok, alors,
Polynomiale. En fait, c'est un truc qu'on n'apprend pas vraiment parce que c'était moi quand je l'ai. Enfin, ouais, oui, vous étiez encore en terminale l'année dernière normale avant d'avoir les nouvelles spécialités. Mais c'est ce qu'apprennent les nouvelles spécialités en terminale maintenant. C'est que en fait, comment dire, une matrice, c'est un outil. C'est un outil d'écriture. Alors, un polynôme, ça s'écrit comme de la forme ax carré, de degré 2, pardon, ax carré plus bx plus c. D'accord? L'idée, c'est de reporter dans une matrice les coordonnées x carré, les coordonnées de x, les coordonnées 1. D'accord? Et après, de mettre P0, P1, P2. Et ça forme une matrice, en fait. Vous voyez l'idée? Et alors, je mets comme ça, mais il y a une infinité d'écritures possibles, hein. On peut mettre P0, P1 et P2 en colonne et mettre les x carré x1 ou évidemment mettre 1x x carré. Tout ça fonctionne. L'idée, c'est vraiment de créer une base, une base polynomiale. Donc P0, c'est 1, 0, moins 1. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, on met 1, 0, moins 1. De même, alors pour P1, du coup, on met logiquement. Quelqu'un a une idée? Enfin, 1, moins 1 et 0. ouais, 1, moins 1, 0. Et pour P2? 1, 1, 0. 1, 1 et 0. Maintenant, la question, c'est montrer que ces polynômes sont linéairement indépendants. Et donc là, comment est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a cette nouvelle matrice, on montre quoi? Bah, j'avoue que les matrices, on les a pas. Enfin, on a appris à les multiplier, à les additionner, etc. Mais on n'a pas appris à les utiliser pour autant. Enfin, si je. Ah, Si, mince. enfin, je me trompe peut-être, hein, mais ou j'ai peut-être loupé des choses. Ah oui, après, moi, j'avoue, moi, je suis en maths, donc je ne sais pas si en physique, vous avez vu ça. Qu'on peut pas trouver une matrice. Après, oui, on va faire le déterminant de cette matrice-là. Le déterminant, vous avez entendu parler déjà ou pas du tout? Oui, oui, oui. Oui, bah, en fait, là, on a créé une matrice. Et comment on vérifie que les polynômes sont linéairement indépendants? Et ben, simplement, on va montrer que cette matrice est non nulle. Donc, on va calculer le déterminant de la matrice. Ah, ok. D'accord? Juste une question. Oui. Pour les choix des nombres, comment on a fait? C'est des nombres aléatoires ou ça Alors, marche? non, je vais vous réexpliquer. Alors, ce qu'il faut qu'on pose, c'est qu'on pose une base, d'accord? Et donc, les polynômes, ça s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c, d'accord? Donc, on remarque un pattern, en fait. On remarque une composition en fonction de x carré, une composition en fonction de x et une composition en fonction des unités, d'accord? Ok. Donc, ce qu'on va écrire, c'est qu'on va écrire x carré, x et 1. Et là, ce que je dis, c'est qu'on peut mettre 1 x carré x, peu importe, d'accord? Tu mets dans l'ordre, si tu as envie de mettre x carré, les unités et les x, il n'y a aucun souci, ça marche. D'accord? Donc moi, j'ai posé d'abord x carré, ensuite x, ensuite 1, en colonne, d'accord? Et après, je vais mettre les polynômes, d'accord? Donc, le polynôme P0, c'est 1 fois x carré, c'est 0 fois x, d'accord? Et c'est Ah, moins 1 fois 1. C'est les unités. ok. D'accord? Donc là, on note ouais, le coefficient A1 et compagnie sont le coefficient correspondant à A, B et C. Ouais. Les coefs A1, c'est-à-dire A1. Oui, A, c'est le coefficient devant x carré, donc il vaut 1. 0, ben, le x est muet ici, il n'y a pas de x, mais en tout cas, on peut mettre 0. 0 fois x donne 0. Et du coup, on écrit P0 sous cette forme-là dans la matrice. Au final, P1 comme ça. Ouais, au final, c'est ABC quoi, oui, c'est ça. qu'on En fait, apprend. c'est A, B et C. A, B et C et A, B et C. Alors, les Ah, coefficients, oui, on les appelle A11, A12, A13, A12, non, pardon, A21, A22 et A23.
C'est ça, exactement. Donc, c'est comment on note dans une matrice. C'est vrai, si vous voulez vous rappeler. Donc là, c'est le coefficient A11. Le premier coefficient s'associe à la ligne, d'accord? Donc ça, c'est L1. Et après, c'est la colonne. Donc, je vais mettre en différentes couleurs. Colonne 1. Hop, voilà. Donc, je vais mettre colonne 1, ligne 1, L2, L3, C2, C3. Donc, comme ça, c'est 2, là, c'est 3, 2, 3, hop, hop. Et après, du coup, on a ligne 1, ligne 2, ligne 3. Voilà. Du coup, ça fait une espèce de matrice, de notation de matrice. Voilà. On reconnaît que les matrices dans la diagonale ont toujours les mêmes coefficients d'ailleurs. Bon, ça c'est les matrices, voilà. C'est la diagonale du milieu, voilà, qui a le même coefficient que la colonne. Bon. Du coup, voilà, une fois qu'on a trouvé la matrice, donc on a posé la matrice dans la base des polynômes de degré 2, donc x carré, x et 1. Eh ben, on va résoudre que les coefficients sont linéairement indépendants, d'accord? Et comment on montre que les polynômes sont linéairement indépendants? On montre que le déterminant de la matrice qu'on a posée est différent de 0. Donc maintenant, on calcule le déterminant de ça, de la matrice. Alors, le déterminant de la matrice, c'est plutôt facile à calculer ici. On peut prendre la troisième colonne. Enfin, je ne sais pas c'est quoi votre méthode préférée pour calculer les déterminants. Mais moi, la méthode préférée, c'est de chercher les zéros et après de calculer directement le produit matriciel en prenant. Enfin, je sais pas si, donc, vous avez besoin d'une explication sur le déterminant, calcul du déterminant? Pourquoi pas, oui. Ouais, ok. Alors, donc là, on voit la matrice. Donc, le but, c'est de chercher la matrice où il y a le plus de lignes ou de colonnes qui a de 0. Donc là, on remarque que la première ligne peut sembler intéressante puisqu'il y a un seul 0. Il y a un 0 ici. La colonne 2, pareil, est intéressante aussi parce qu'il y a un 0. Mais la colonne 3 est encore plus intéressante puisqu'il y a 2 zéros qui apparaissent. Du coup, on aura juste les résultats avec -1, c'est-à-dire... on n'a pas fait les déterminants, nous, je pense. Ok, vous n'avez pas vu le déterminant d'une matrice. Alors, bon, on peut faire un petit point déterminant. Donc, le déterminant d'une matrice. Le déterminant d'une matrice, ça permet de dire, en fonction de sa nullité ou de si c'est non nul, si les vecteurs, en fait, sont collinéaires ou pas. C'est-à-dire que, en fait, on va faire plus simple. On va descendre un peu. Dans un plan, dans l'espace, pardon, on a 3 vecteurs, d'accord? U1, U2 et U3. Voilà. Donc jusque-là, on a 3 vecteurs. Si 2 vecteurs sont collinaires, d'accord? Donc si on a 2 vecteurs collinaires, donc là, donc 2 vecteurs collinaires et un qui n'est pas collinéaire, en fait, on a la formation d'un plan, d'accord? Formation d'un plan. Un plan. Alors, du coup, ça veut dire que le déterminant, ça impliquerait que le déterminant d'une matrice formée par le vecteur U1, U2, U3, écrit en ligne ou en colonne, donc XU1, XU2, XU3, serait égal à 0. D'accord? Dans le cas où on aurait trois vecteurs collinéaires, eh ben, on serait dans le même cas. Ça veut dire que la matrice du vecteur, enfin, le déterminant du vecteur de la matrice formée par U1, U2, U3 écrit en ligne ou en colonne, hein, peu importe, eh ben, il serait aussi égal à 0. D'ailleurs, pour revenir un peu sur l'exercice d'avant, cette particularité-là ne nous permet pas du coup de dire si deux vecteurs sont collinaires ou ne sont pas collinaires dans un espace, parce que dans les deux cas, même si on forme un plan, le déterminant est nul, qu'on forme un plan ou qu'on ne forme pas de plan. D'accord? Alors, si déterminant est nul, alors les 3 polynômes qui forment la matrice sont alignés, enfin linéairement dépendants du coup, si j'ai bien compris. C'est ça. Pas forcément les 3 polynômes, mais au minimum 2.
D'accord? Il peut y avoir les 3, mais il peut y en avoir aussi que 2. Mm. D'accord? Donc, dans le cas d'information d'un plan, c'est qu'il y en a, finalement, il y a sur les 3 vecteurs, sur U1, U2 et U3, il y a juste une dépendance ici. Mais là, entre, par exemple, U1 et U2, il n'y a pas de dépendance. Donc, si le déterminant est différent à 0, alors ils sont indépendants. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, l'idée de la formation d'un plan, c'est qu'on ait au minimum 2 vecteurs, deux des 3 vecteurs qui forment, qui ne soient pas, voilà, comment dire, qui soient linéairement indépendants. Et dans le cas d'une formation d'une droite à partir de 3 vecteurs, enfin de 3 vecteurs de l'espace, ça veut dire qu'il y a une dépendance parmi les 3. C'est-à-dire que U1 c'est égal à K U2 qui est égal à K' U3 ou n'importe quoi. Et dans ce cas-là, on a la formation d'une droite. Mais dans les deux cas, si on calcule, formation d'une droite, mais dans les deux cas, le déterminant est nul. D'accord? Donc là, je vais mettre déterminant égal à 0. Et pour savoir lesquels des duos de vecteurs sont collinéaires, il faudrait faire le déterminant indépendamment. Prendre par exemple U1, U2, ensuite U2, U3 et U1, U3. Ouais, c'est ça. Le produit scalaire. On peut faire le produit scalaire entre U1 et U2, entre U1 et U3 et entre U2 et U3. Jusqu'à trouver lequel est. Okay. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ou alors si tu trouves une combinaison qui n'utilise que les lignes 1 et les lignes 2, enfin, ou des lignes ou des colonnes uniquement dans ce cas-là, ouais. Sinon, tu ne peux pas en déduire. Ok, merci. Ça va? Donc là, c'est vraiment l'histoire du déterminant. Alors, le déterminant, en fait, il vaut 0 parce que le déterminant, c'est une histoire d'air. Je ne sais pas si on vous avez déjà raconté ça. En fait, pour parler un peu du déterminant, si vous prenez, je vais me faire un peu plus grand quand même. Si vous prenez, par exemple, 3 vecteurs donc, qui ont pour longueur 1, d'accord, dans l'espace. Donc, ces 3 vecteurs forment un plan. D'accord? Et ils forment aussi une magnifique figure, un cube. Et ben, l'aire du cube, c'est le déterminant. Et là, l'aire du cube vaut 1. D'accord? Donc, le déterminant, en fait, c'est l'aire formée ou le volume, dans le cas d'un espace, formé par les vecteurs unités. D'accord? Ok. Bah, je savais pas. Donc en gros, là, l'aire de cette figure-là, c'est 1. Donc l'aire du cube, c'est 1. Donc le déterminant, et puis vous pouvez vérifier, les vecteurs, la matrice qui est définie comme ça, c'est le vecteur 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Base canonique de R3, on appelle ça. Base canonique. Ça vous dit quelque chose, base canonique? Non. Oui. Ah. Mais dans R2. Ah, ok. Mais en fait, une matrice carrée identité, c'est une base canonique du plan N, de Rn, d'accord? Donc la matrice 1, 0, 0, 1, c'est la base canonique de R2. Et c'est la matrice identité I2, d'accord? Et quel est le déterminant de I2, ou de I3, pardon? En fait, le déterminant de I3, c'est 1. Comment est-ce qu'on fait? Alors, vous savez comment on fait le calcul des déterminants ou pas? Oui. Ouais. Du coup, comment tu fais le calcul des déterminants ici? De la matrice Je identité? fais le coefficient, enfin, je considère les colonnes comme U, V, W. Et je fais le coefficient W1 fois le déterminant de... Je sais plus lequel. Ouais, fois Ouais, le voilà, déterminant de celui-là. union carré. En fait, on fait cette espèce de schéma où on entoure
on entoure un coefficient. Donc, tu veux considérer la ligne ou la colonne? En fait, peu importe, c'est la même chose. Bah, ligne du coup. Considérons la ligne 1. Donc, comment est-ce qu'on calcule le déterminant d'une matrice? Ben, on considère une ligne ou une colonne et on cherche celle où il y a le plus de 0. Pourquoi? Parce qu'on va commencer avec le coefficient 1, d'accord? Le premier coefficient devant. Et après, on va multiplier par le déterminant, enfin, de la matrice, des coefficients qui ne sont pas sur la même ligne et qui ne sont pas sur la même colonne, donc formés par 1, 0, 0, 1. Voilà. Après, on fait la même. Alors maintenant, ensuite, on fait moins. Donc en fait, c'est une alternance de plus, moins, plus. Donc d'abord, avant de faire. Ouais, ok. Il y a beaucoup de choses à savoir d'abord. Avant de faire la matrice, on se rappelle d'un damier. Donc le damier, il commence par 0, puis après il y a moins, puis après il y a plus, moins, plus. Hop, voilà. Donc d'abord, on fait un damier. Et de ce damier, eh ben, on associe un plus ou un moins en fonction de la position. Donc là, je vois que le 1, il est en position plus, donc je vais mettre un plus devant mon 1. Ensuite, je vais mettre un moins, mais il y a 0. Donc 0 fois un autre déterminant, donc ça va rester 0. Donc je ne vais pas marquer, je ne vais pas m'embêter. Plus 0 fois un autre déterminant. Donc de la ligne. Donc comment on fait l'opération? C'est pas très clair ce que je fais. Hop. Donc j'enlève juste ça, voilà. Hop. Donc ensuite, donc on a dit qu'on passait à la ligne, donc on passe au coefficient 0, donc au deuxième coefficient, on avance, on progresse dans la ligne, puis on barre ce qui n'est pas... on barre ce qui est dans la même ligne et dans la même colonne. Donc on barre la première ligne, 1, 0, hop, j'ai juste... Voilà, comme ça. On barre la ligne 1 et la colonne 2. D'accord? Et ça crée une nouvelle matrice, qui est la matrice qui est définie par 0, 0, 0, 1, comme ça. Donc 0, 0, 0, 1. Et après, on fait la même chose en déplaçant à nouveau le cercle sur le dernier 0. Hop. Voilà. Ensuite, on enlève ça. On met du coup... Voilà, on barre la dernière ligne, la première ligne et la dernière colonne, et ça crée une nouvelle matrice, donc 0, 1, 0, 0, décrit en ligne, donc 0, 1, 0, 0. Voilà. Donc là, c'est comment on fait le calcul d'une matrice, quels que soient les coefficients, d'accord? Donc si vous voulez le faire dans une matrice quelconque, je vais juste refaire l'opération pour que ça soit un peu clair pour vous. Prenons par exemple la matrice... Attendez juste un instant, on va faire une matrice quelconque. On va prendre la matrice 2, 1, 3, 0, 1, 5 et 1, 0, 2, par exemple. Cette matrice-là. Comment on calcule le déterminant? Hop. Eh ben, on va refaire la même méthode. On va chercher une ligne et une colonne qui a le plus de 0. Dans ce cas-là, on a deux lignes, deux lignes et deux colonnes qui permettraient d'avoir le minimum de 0. Parce qu'on repère les 0 ici et ici. Donc, moi, je vous propose qu'on va utiliser la colonne, on peut prendre cette colonne-là, la colonne 2. Et donc, avant de commencer, on va faire le damier. Donc, on fait le damier, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. On repère la position du 1, c'est dans les négatifs, donc on va mettre moins. Et après, on va recopier le coefficient 1. Et après, je vais entourer le coefficient 1, je vais barrer la ligne et la colonne qui sont utiles, et je vais recopier la matrice qui n'est pas barrée, donc 0, 5, 1, 2. Hop. Et après, je fais la même chose, c'est-à-dire que je vais descendre dans la colonne et continuer à recopier. Donc ensuite, pour faire un peu plus rapide, on va faire... donc on prend le signe du damier, donc plus, on met le coefficient 1, on barre les lignes et colonnes identiques, on recopie la matrice, donc 2, 3, 1, 2. Ça va jusque-là? Yes. Ensuite, on a le 0.
Donc l'avantage du 0, c'est qu'on ne s'embête pas, on met 0 et puis on ne recopie pas. Il n'y a plus rien à calculer après. Donc ensuite, on calcule le déterminant d'une matrice de 2, et le déterminant d'une matrice de 2, c'est le critère de collinarité que vous avez appris en seconde, en première ou en terminale, que vous avez utilisé pour démontrer que deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire produit des diagonales, produit des diagonales où on soustrait. Donc, c'est 0 fois 2, moins 5 fois 1, plus 1 fois le produit, donc 2 fois 2, moins 3 fois 1. Voilà. Ça va? Ensuite, on obtient du coup moins 1 facteur de moins 5 plus 1 facteur de donc 4 moins 3, donc 1. Ce qui fait 5 plus 1, ce qui fait 6. On en déduira que la matrice est non nulle et donc que les vecteurs 2, 0, 1, 1, 1, 0, 3, 5, 2 sont linéairement indépendants et forment une base de R3. D'accord? Donc la matrice vaut 6, non nulle. Donc les vecteurs 2, 0, 1, 1, 1, 0, 3, 5, 2 forment une base de R3. D'accord? Et donc sont linéairement indépendants, etc. etc. C'est la même chose. Non, indépendant. Des questions sur ce calcul de matrice de déterminant? Je vous engage à en faire pour vous exercer, comme ça c'est intuitif, mais c'est... Non, Ouais, c'est très clair. c'est très clair? Ok, super. Bon, bah maintenant on peut l'appliquer dans notre formule, donc, enfin dans notre forme, enfin dans notre calcul. Alors le calcul d'identité doit se donner 1, du coup, pour le déterminant d'une matrice d'identité. Hop. Et donc le lien avec l'air, pour dire, c'est que si on trace les vecteurs 2, 0, 1, 1, 1, 0 et 3, 5, 2 en partant de l'origine, et ben la figure qui est formée, donc c'est un peu un cube déformé, et ben l'aire de cette figure-là, ça sera 6. Voilà. Ça, si on trace si on trace les vecteurs 2, 0, 1, 1, 1, 0, vous pouvez le faire sur GeoGebra, vous trouverez ça. De même, si on trace les vecteurs 2, 1, 3, 0, 1, 5 et 1, 0, 2, ça formera aussi une figure d'aire valant 6. Je ne sais pas comment on appelle cette figure-là en 3D. C'est pas un cube, mais c'est autre chose. Voilà. Quand on parle de 6, ça dépend. Enfin, l'unité de 6, ça dépendrait de l'unité des vecteurs. Oui, ça veut dire que Ok. si on prend un plan qui fait 1 cm, ben, ça serait 1 cm. 1 cm par 1 Ok, ouais. cm par 1 cm, donc 1 cm cube. Donc là, ça serait 6 cm cube. Ouais, c'est pas un parallélogramme, mais ça serait un genre de parallélogramme avec une hauteur. Ouais, donc ouais, c'est ça. C'est pas parallélépipède, je sais pas quoi. Ou alors, ouais, ça doit être un parallélépipède, mais qui n'est pas rectangle, du coup, un parallélépipède quelconque. Ah, ok. Mais je vais essayer de me renseigner, mais en, Je suis pas en sûr que termes de c'est questions, important, c'est sûr. c'est pas important, mais ça forme une figure qui a pour R6, et c'est ça qui est important. Donc en fait, l'histoire de l'aire nulle, c'est de dire que si une aire est nulle, ça veut dire que ça forme un plan. Donc ça veut dire que dans R3, à un moment, on a une hauteur qui vaut 0. Et dans ce cas-là, ben, ça vaut 0. L'aire vaut 0. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Ouais. Par exemple, si au lieu d'avoir 1 ici, le vecteur 1, j'aurais un vecteur qui se déplace vers 0, enfin qui sera collinaire ici, et ben, finalement, la hauteur, ça sera 0. Donc le cube vaut 0. Ça veut dire qu'on se réduit à un plan. On passe de l'espace à un plan. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, l'idée d'ici, c'est de calculer cette matrice ici, 1, 1, 1, 0, moins 1, 1 et moins 1, 0, 0. Et donc, avec la méthode que je vous ai donnée, c'est de prendre la troisième colonne, pardon, donc de prendre la troisième colonne,
d'écrire moins 1. Donc d'abord de vérifier le signe, donc c'est plus, moins, 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 plus, donc matrice de signes. Le plus, il est ici, donc là, on va mettre un plus devant. C'est un peu, hop, totalement mal écrit, voilà. Mais pour autant, il remplacera pas le 1, c'est ça? Le moins, Non, pardon. il remplace pas le 1 du Ok. coup, parce que mais si j'avais été dans une matrice avec un moins, j'aurais eu moins 1, ce qui m'aurait fait plus 1. C'est vraiment une histoire de signe du coefficient. Ouais. Ça marche. Enfin, donc c'est plus moins 1, et ensuite on calcule la matrice qui n'est pas sur la ligne ni sur la, enfin, qui n'est pas sur la même ligne et pas la même colonne, donc la matrice qui est formée par les coefficients. Donc hop, je vous entoure le moins 1, pardon, je vous l'entoure. Hop. Ouais, ça charge, ça charge. Juste voilà. Donc le moins 1, je vous l'entoure, et puis on barre la ligne et la colonne qui est associée. Du coup, on obtient la matrice, pardon, ou les vecteurs, si on veut, mais la matrice plutôt. 1, moins 1, 1, 1. D'accord? Le produit, évidemment. Après, bon, ben, comme on a un 0, l'avantage, c'est qu'on n'a plus rien à calculer. Vous comprenez l'idée? Donc d'avoir 0, c'est qu'après, on n'a plus d'opération à faire, puisque 0 fois une matrice, ça fait 0. Donc on obtient du coup que ça, c'est égal à moins 1 facteur 2. Et ben, du coup, comme tu disais, désolé, question totalement hors sujet, la séance durera jusqu'à quelle heure à peu près? Bah, jusqu'à ce que on termine peut-être l'exercice, si on est déjà à 1h30. Et après, si vous avez des questions, je vais peut-être prendre une petite demi-heure pour répondre à vos questions plus spécifiques. Ça vous va? Euh, Là, c'est juste pour faire un peu de révision, voilà. Ouais. Hop, du coup, on peut passer à la suite. On va finir cet exercice-là. Donc, le déterminant, donc c'est moins 1 facteur de la matrice, du coup, AD moins BC, donc produit des diagonales qu'on soustrait. Donc, 1 fois 1 donne 1, moins 1 fois 1 donne moins 1, et donc 1 moins moins 1 donne plus 1. Donc, c'est moins 1 fois 2. Donc, ça donne moins 2. Voilà, donc on a moins 2 en termes de déterminant. Alors, si vous voulez savoir le déterminant négatif, qu'est-ce que ça signifie? Bah, c'est simplement que le déterminant positif, c'est quand on est au-dessus, c'est quand ouais, c'est quand l'air est au-dessus de, ouais, comment expliquer ça? Par exemple, là, on a ça, voilà, donc l'air Au-dessus formé, de la base? voilà, donc c'est au-dessus de la base, et quand on a moins 1, c'est qu'on est en dessous de la base. Par exemple, hop, euh, quand on renverse la figure, par exemple, comme ça, ici, hop. Ouais, c'est ça. Normalement, quand on a comme ça, du coup, on a un R qui est négatif. C'est quand on a renversé le carré. Alors là, je dis peut-être une bêtise, parce que là, on a renversé totalement, donc là, on a un déterminant de moins 1. Ce que je me demandais, enfin, il suffit qu'un seul des vecteurs soit nul, soit négatif au final, c'est ça? Ouais, c'est Qu'elle ça. soit renversée, ok, ça marche. Je réfléchis. Oui, c'est qu'un seul des vecteurs soit renversé pour que ça marche. Voilà. Du coup, bon, après, l'air négatif, enfin, un déterminant négatif, ça ne vous servira pas à grand-chose, hein. Vous n'allez pas en faire grand-chose en géométrie. Vraiment, l'histoire d'air, c'est vraiment juste une histoire pour comprendre visuellement ce qui se passe, mais vous n'en servirez pas. Ouais, vous n'en servirez pas du déterminant, qu'il soit positif ou négatif. Euh, euh, je réfléchis, je dis peut-être une bêtise. Vous avez vu les valeurs propres et les vecteurs propres? Ça vous dit quelque chose, valeurs propres et vecteurs propres? Vous m'entendez? Pas du Non, tout, non, moi ça ça me me dit dit rien. rien. Ah, ok. Bon, vous verrez plus tard, mais ouais, non, on voit même pas positif et négatif, puisque non, on voit pas. Non, c'est simplement nul ou pas nul, en fait, hein. Déterminant, ce qui est important, c'est vraiment nullité ou pas nullité, quoi. Le reste, on s'en fiche un peu.
Ok, bon, bah, du coup, on trouve que le déterminant vaut moins 2, donc les polynômes sont linéairement indépendants, tout simplement. Voilà. Donc, les polynômes sont linéairement indépendants. Donc, différents de 0, donc linéairement indépendants. Voilà. On déduire la décomposition du polynôme P défini par P de x égale à 2x carré plus x plus 2. Alors, là, comment est-ce que vous pensez faire? Pour montrer comment est-ce qu'on pourrait écrire P de x en fonction des autres vecteurs, en fonction de P0, P1, P2. Donc l'histoire, c'est vraiment d'écrire que P de x, donc question 2, P de x, ouais, il m'a un peu perdu, donc P de x est égal à P 0 de x fois fois comme coefficient vous préférez. Quel coefficient vous préférez? On va mettre un coefficient. P1 de x fois quelque chose, plus P2 de x fois quelque chose. Voilà. Donc en gros, c'est ce qu'on veut écrire. Bon, généralement, on met x, y, z dans les inconnus. Le problème là, c'est qu'on a x et x, donc ça peut porter à confusion. Alors, on va mettre plutôt A, B et C. Voilà, on va mettre A, B et C. D'accord? Donc, écrivons ce que c'est que P de x. Je vais écrire les polynômes en colonne parce que ça sera peut-être plus simple pour comprendre. P de x, donc le polynôme P de x est donc égal à 2, 1 et moins 2. Vous comprenez? Donc, je vais écrire en colonne les coefficients devant le x carré, les coefficients devant le x et les coefficients devant les unités. D'accord? J'ai un doute de comment l'écrire, donc je vais commencer comme ça. Voilà, donc on va écrire ça. Ensuite, quel est le coefficient devant le polynôme P0x facteur de A? Bon, alors on va calculer P0x facteur de A. Ça donne du coup A x carré plus, enfin moins, pardon, A. D'accord? Ça, P0 de x, c'est fois A, c'est ax carré moins A. D'accord? Le détail, c'est juste que c'est égal à x carré moins 1 fois A. Et donc ça, c'est juste le détail que, voilà. Normalement, ça va. Ouais. Ouais, pas de souci. Maintenant, on va noter le coefficient devant les x carrés, devant les x et devant les unités. Donc maintenant, devant le x carré, au lieu d'avoir 1, on a le coefficient A. D'accord? Devant le coefficient des x, on a toujours 0. 0 fois A, ça reste 0. Et devant les unités, on a moins A. Voilà. Ensuite, devant pour P2, on fait la même chose. P1 de x fois B. Donc, il faut un coefficient B, un autre coefficient que A. On obtient du coup bx carré moins bx, bx carré moins bx, ce qui donne du coup le coefficient b moins b est 0 pour la colonne. Et enfin, donc toujours séparé par un plus, évidemment, on additionne, donc voilà, on met le plus. Et enfin, on fait la même chose avec P2 de x fois C. Alors P2 de x fois C, on peut faire le détail. C'est donc cx carré plus cx. Voilà. Ce qui donne dans la base x carré, x et 1, ça donne du coup... alors, je ne vais pas noter la base en devant, mais là, c'est... quelle couleur je peux utiliser qui soit jolie? Ouais, on va mettre voilà, x carré, x et 1. Voilà. On va le noter comme ça. Hop, et donc, on a du coup c
devant le x carré. Et devant le x, on a moins c. Et devant les unités, on a 0, évidemment. C'est 0 unité. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pardon. N'hésite pas à me dire ce que tu n'as pas compris. Les autres, vous avez compris l'idée de ce qu'on fait? Non, c'est la règle. En fait, on va dire que dans la base, P de x, ça s'écrit comme A fois quelque chose, B fois quelque chose et C fois quelque chose. Et on va l'exprimer dans la base P0, P1, P2. Donc c'est P0 fois quelque chose, P1 fois quelque chose et P2 fois quelque chose. Ce quelque chose, je vais les quantifier. J'écris A, B et C. Donc je vais mettre plutôt il existe A, B et C appartenant à R, tel que. Alors A, B et C peuvent être. Il y en a un qui peut valoir 0. Hein. Il n'y a pas de souci. A, B et C tel que. Il existe A, B, C appartenant à R. Tel que. Pourquoi c'est moins C et pas C? Ah, mais oui, en fait, je me suis trompé. Oui, non, mais oui, c'est moi qui me suis trompé. Oui, c'est en effet C. Oui, c'est parce que c'est c'est x carré plus cx. En fait, je crois que j'étais à P2. Hein. Il ne faut pas faire d'erreur, c'est bien, ouais, c'est bien plus C, évidemment, ouais, pardon. Bien vu, bien vu. Du coup, Salma, c'est ça? Ouais. Est-ce que ça t'a pas compris? Je réexplique peut-être d'une manière différente. Moi, je pense que si tu me réponds pas, c'est pas grave. Je peux continuer. Tu me poseras la question après si jamais. Il n'y a pas de souci. Hein. N'hésite pas. Du coup, c'est bon. Ok, parfait. Super. Voilà, bah du coup, en fait, vous voyez, qu'est-ce que ça nous donne? Bah, ça nous donne un système. Regardez si on pose le système. Si on écrit les équations en ligne, on écrit que 2 égale à A plus B plus C. On écrit que 1, c'est égal à moins B plus C. Et la dernière ligne, on écrit que moins 2, c'est égal à moins A. Et ce système est très facile à résoudre. Ouais, vous voyez comment on le résout. Bon, on utilise la ligne 3. La ligne 3 nous dit que A vaut 2, du coup. Donc déjà, on peut noter une solution, A est 2. Ensuite, on va utiliser la ligne 2. La ligne 2 nous dit que 1 moins B plus, enfin 1 égale à moins B plus C, pardon. 1 égale à moins B plus C. Et donc après, on résout une équation de deux inconnus, de deux équations à deux inconnus. Parce qu'avec la 3, en fait, on obtient le système 2 est égal à 2 plus B plus C et 1 est égal à moins B plus C. Voilà. En remplaçant A par 2. Je vais juste noter A égale. Voilà. Dans 1, voilà, comme ça. Ça, du coup, et après, en résolvant le système, alors on fait l'étape que vous voulez, on peut faire l'addition, la substitution. Par addition, on voit que 2C égale à... mince. Ouais, bon, moi je préfère pas par addition, mais par substitution, j'ai une préférence. Donc là, je vois que que C est égal avec la 2. Que C est égal à 1 plus B. Donc dans la 3, on écrit que 2 égale à 2 plus B plus 1 plus B. Ouais, ça va. Voilà. Et après, du coup, on résout et donc on obtient que 2, on enlève 2, donc on obtient que 0 est égal à 2B plus 1, que B est donc égal à que 2B est égal à moins 1, et donc que B égale à moins 1 demi.
Voilà. Moins 1 demi. C'est mieux avec le moins. Voilà, donc là, on a le deuxième résultat, et maintenant, on n'a plus qu'à utiliser que C, c'est égal à 1 plus B, donc on obtient que C. Donc, 3. Hop. Je vais bien mettre de la couleur, mais j'aimerais bien que c'est une cohérence dans les couleurs que je mets. Et donc, que C, C, j'en déduis que c'est égal à 1. C'est 3 ou c'est 1? Parce que ça, c'est l'équation 1, je crois. C'est l'équation... Ah ouais, je me suis trompé, c'est l'équation 1, pardon. J'ai mis 3 par réflexe, et 1 c'est 1, et donc là c'est l'équation encore 2, pardon. Et donc C égale à 1 moins 2, donc ça fait 1 demi. Voilà, C égale à 1 demi. Du coup, on obtient qu'au final, A vaut 2, B vaut moins 1 demi, et C vaut 1 demi. Si vous savez faire ça jusqu'à là, c'est que c'est bon, ça va pour vous. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas. C'est des techniques de calcul, ouais, c'est vraiment bon. La partie ici, c'est un système de des équations à deux inconnus finalement, grâce à la dernière ligne qui se simplifie très facilement. Donc on obtient A, B et C. Et alors là maintenant pour vérifier, vous pouvez vérifier que grâce à l'équation ici, je la recopie, on remplace maintenant A par 2. B, on le remplace parce qu'on a trouvé par moins 1 demi, et C par 1 demi. Et vous verrez que si vous remplacez P de 0, P de 1 et P de 2 par ça, et on obtient bien P de X. Alors, P de 1, c'est... Hop, je vais prendre l'énoncé. Voilà. Donc, P de 0, c'est donc égal à X carré moins 1. Donc, 2P de 0, c'est égal à 2X carré moins 2. Plus, alors P de 1, donc c'est moins 1 demi de X carré. Moins 1 demi de X. Enfin, moins du coup, moins 1 demi, donc plus 1 demi de X. Plus 1 demi de X carré. Plus 1 demi de X. Et donc là, si on simplifie, on obtient du coup, alors du coup, les moins 1 demi et plus 1 demi, ça s'annule. On obtient du coup 2x carré. 1 demi plus 1 demi, ça donne 1, donc plus x moins 2. Et c'est bien est égal à P de x. D'accord, donc on a bien décomposé P de x dans la base, P0, P1, P2. Ça va? Là, le dernier passage, je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris. Tu veux dire à partir de A égale à 2, B égale à moins 1 demi, et C égale à... Ouais, ça va, c'est la suite, ouais. Ça? Ouais. En fait, j'ai remplacé, tu vois, j'avais écrit ça, d'accord? P de x, c'est égal à P0 fois A plus P de 1 fois B plus P de 2 fois C. D'accord? Maintenant, une fois que j'ai trouvé que A ça valait 2, P que ça valait moins 1 demi et C que ça valait 1 demi, je remplace A par 2, B par moins 1 demi et C par 1 demi. En fait, c'est une vérification de mes constantes. D'accord? Ok, ouais, c'est bon, j'ai compris, ouais. Merci. Et grâce à la vérification, je montre que P de x, ça s'écrit bien comme P0 fois 2, plus, moins 1 demi de P1, plus 1 demi de P2. Et ça donne bien donc 2x carré plus x moins 2. On a donc décomposé P de x dans la base P0, P1, P2. Voilà. Ça va la décomposition en base? C'est un truc qui vous paraît accessible ou compliqué? C'est nouveau, mais ça va, c'est pas trop. C'est nouveau? Trop. Ok. L'histoire du déterminant, bon, ça vous pouvez, il y a encore un peu de temps pour revoir. Et puis voilà, ça a l'air pas mal. Il est quelle heure? Il est déjà 40, ouais. Bon, alors ce que je vous propose de faire maintenant qu'on a vu tout ça, c'est que si jamais vous avez des questions sur de la géométrie ou des trucs un peu plus compliqués, le problème c'est que j'ai pas fait exactement ce que vous avez vu, mais si vous avez des questions en détail sur un exercice que vous n'avez pas compris, je vais peut-être prendre le temps pendant les 15-20 minutes qui restent pour répondre.
Ça va? Dites-moi si vous avez des trucs. Vous pouvez m'envoyer, je ne sais pas s'il y a un service de fichiers, qu'on peut s'échanger des fichiers sur Zoom. Pas trop. J'ai pas l'impression. Ah mais si, il y a fichier normalement. Normalement dans le chat, dans la discussion, il y a un truc fichier si jamais vous voulez envoyer la transformation affine. Transformation affine, c'est-à-dire, hop, je vais regarder dans le cours. Donc il y a des alors oui, vous avez vu les espaces affines. Un truc que moi j'ai pas vu du coup, totalement. Bah, de rien en tout cas Justine pour cette séance, il y a pas de souci. Et donc alors les espaces affines, je disais, c'est un truc que j'ai pas vraiment, vu. Alors les transformations, les translations et les homothéties et les rotations. Vous voulez dire dans l'espace ou dans R2? Il me semble qu'on l'avait que vu dans R2, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, nous. Ouais, OK, bah, on peut revoir ça, je peux vous expliquer, il y a pas de souci. Alors dans R2, donc dans R2, alors, la translation. La translation dans R2, c'est quoi exactement? Bon, moi, en fait, la translation dans R2, dans R2, c'est associé à un vecteur, en fait. D'accord? Associé à un vecteur. D'accord? Donc, en fait, une translation, c'est simplement un déplacement d'un objet mathématique grâce à un vecteur. Translation d'un point, translation d'une droite. Ouais, ouais. Vous voulez un exemple, je pense? Comment on translate une droite ou comment on translate un point? Enfin, je sais pas. Bah, nous, ce qu'on avait vu, en tout cas, c'était qu'on nous donnait les deux vecteurs, par exemple, bah, du coup, x, y, et ensuite on avait 2x plus 3 ou moins 2, peu importe. Et on devait donner les transformations qui avaient été faites, du coup. Enfin, du Ah, coup, comment on passe d'un comment dire? D'un point à un autre point ou d'un vecteur? Parce qu'on peut pas translater des vecteurs. On peut translater des points, mais translater des vecteurs. Attends. Si jamais tu as un truc, un exemple, tu peux m'envoyer, il n'y a pas de souci. je retrouve. J'ai une question sur un exercice d'avant. Avec le plan B. Attends, je vais juste revenir sur l'exercice. Attends, tu cherches. J'ai une question sur un exercice d'avant. Avec le plan BEG et le point M, tu disais qu'on ne pouvait pas faire le produit vectoriel dans le plan et que c'était mieux de faire le produit scalaire. Alors, produit vectoriel, c'est-à-dire produit vectoriel. Produit vectoriel, ça doit être le produit scalaire parce que produit de vecteur. Non, produit vectoriel, c'est la même chose. Je disais en fait que c'était le critère de collinéarité ou le déterminant qu'on ne pouvait pas faire. Voilà, critère de collinéarité, on peut pas le faire parce que le critère de collinéarité, c'est pour 3 vecteurs de dimension 3, ou alors 2 vecteurs de dimension 2. Mais quand on a 2 vecteurs de dimension 3, bah, dans ce cas-là, on utilise le produit scalaire. On multiplie les vecteurs. Ce qui est un peu comme un critère, mais c'est pas lié mais c'est pas le même enjeu, on va dire. C'est pas le même enjeu. Donc, c'est que dans l'espace qu'on peut faire ça. Je veux dire, le produit vectoriel ou le produit scalaire, bah, tu peux le faire dans R2, mais ça ne donne pas le même résultat. Donc, oui, le produit scalaire, tu le fais dans l'espace. Bah, de rien, pas de souci. Donc, je disais que la translation, c'était associé à un vecteur, donc translation d'un point par rapport à un vecteur. Une rotation, la rotation, c'est associé à un angle, d'accord? Et il y avait quoi le troisième paramètre? Alors, je cherchais juste dans la discussion. Elle est où la discussion? Zoom. Oui, elle doit être par là. Discussion. Voilà.
Homothétie. Ah oui, l'homothétie. Oh là, attends, l'homothétie, je me rappelle ce que c'est. Hop, j'ai un petit peu d'aide. L'homothétie, si je dis pas de bêtises. Enfin, je sais qu'il y en a deux. La translation, c'est quand. Je sais qu'il y en a un qui revient. Agrandissement ou Voilà, c'est réduction, ça. voilà. Donc, agrandissement. Et je sais plus lequel. Une translation, c'est juste un décalage, si je dis pas de bêtises. C'est ça, selon oui, les- exactement. Oui, oui, une translation, c'est un décalage de la figure, et une homothétie, c'est un agrandissement ou une réduction. Voilà, Euh, addition, soustraction et multiplication, division. Quoi, si je dis pas hmm, de bêtises. oui, c'est associé à ça, ouais. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre? Oui, alors du coup, l'homothétie, c'est associé un peu au critère de... enfin, il y a un peu du critère de collinarité aussi dans les droites. C'est-à-dire que en fait, par exemple, prenons... hop, je m'avance peut-être un peu en disant ça, mais si on prend par exemple un triangle qui est formé comme ça, comme 3 vecteurs, et ben, les homothéties doivent conserver les rapports dans les longueurs. C'est-à-dire que le nouveau triangle, les vecteurs qui forment l'objet, en tout cas, ou la figure, doivent être à un multiple près la même chose. Et ça doit être le même multiple. Un peu comme dans Thalès. Dans Thalès, c'est ça exactement. Il y a un rapport de longueur avec le parallélisme des droites, des primes, des parallèles à des primes. Il y a un rapport, voilà. Enfin, l'homothétie, il faut retenir l'agrandissement et la réduction. Mais c'est un exemple du coup de quel exercice est demandé. Ça m'intéresse pour voir. Alors Après, c'était dans un TD. la rotation, il y a une histoire aussi de cosinus et de sinus. Ouais. Alors ça, je vais quand même vous le redémontrer pour que vous le sachiez. Rotation, je cherche juste cos et sin. Voilà, c'est la matrice de rotation. Donc la matrice de rotation, c'est défini par cos moins sin, sin et cos. Voilà, ça c'est la matrice de rotation. Et je vais chercher pourquoi cette matrice existe et pourquoi est-ce qu'elle existe. Je me rappelle l'avoir démontré il y a quelque temps, il y a un peu plus d'un an, mais voilà. Donc au pire, vous retenez cette matrice-là. Et si vous trouvez, par exemple, prenons θ qui vaut, allez, on va prendre pi sur 3, par exemple. Dans ce cas-là, si vous avez la matrice de rotation associée qui est, hop, dans ce cas-là, enfin, comment dire, la matrice de rotation qui est associée à 1 demi, top, 1 demi moins racine de 3 sur 2 et racine de 3 sur 2, et ben, quand vous avez ce genre de matrice-là, vous devez vous dire qu'il s'agit d'une rotation de pi sur 3. Voilà. C'est ça l'idée en fait. C'est d'avoir une matrice et dire à quoi elle correspond. Si je dis pas de bêtises, c'est ce genre d'exercice-là à faire. Euh, donc, il faut savoir les reconnaître. Et si je dis pas de bêtises, si vous reconnaissez pas, par exemple, ce que vous faites, c'est que pendant le contrôle, vous essayez de vous retrouver la formule. Vous mettez θ qui vaut pi sur 3, pi sur 6, pi sur 2. Vous recherchez la rotation associée. Et puis, vous essayez de retrouver les valeurs. Et si vous ne retrouvez pas les valeurs, essayez de sortir une constante. Parce que souvent, on obtient, par exemple, il y aurait 4, top 4, 4, 4, et ça, en fait, c'est 4 fois la matrice associée. Donc, il y aurait, on parlerait ça non plus d'une rotation, mais d'une rotation et d'un agrandissement. Et ça, on appelle ça rotation plus agrandissement.
Je sais plus si ça se prénomme, mais en tout cas, il y en a, ça existe. Voilà. Et ça, il faut faire attention. Donc voilà. Par contre, ça, il faudrait vraiment que je retravaille. Je me suis pas trop préparé sur ça, je vous avoue. Donc voilà, si jamais vous avez des questions encore d'autres, n'hésitez pas. Mais vu l'heure, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que sinon, on est quand même dimanche, un peu de Sinon, respect pour vous, quand même. Ne vous infligez pas trop de... Voilà, pour toi aussi, pour toi aussi. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Ça a été? En vrai, j'ai appris pas mal de choses, ouais, c'était intéressant. Ok, bon, bah, c'est cool alors. L'essentiel, c'est ça. Bah, si vous avez encore des questions dessus, je vais essayer de mettre ce qu'on a fait là, de le rédiger un peu mieux et puis de le mettre sur Moodle. Bon, faut que je trouve comment mettre des choses sur Moodle, parce que je dois avoir accès aux cours, mais enfin au truc de. Déjà, je vais demander à Nice, mais voilà. Eh ben, écoutez, passez un excellent dimanche encore. Et puis, là, je vais juste arrêter l'enregistrement.